Merci de nous rejoindre pour vous informer. La Guinée sera-t-elle retenue pour l'organisation de la CAN en 2019-2021? En tout cas, l'espoir est permis avec l'inauguration du nouveau siège de l'Afrique du foot par le chef de l'État. On parlera également de paix dans cette édition. Le centre d'État poursuit ses actions de renforcement de capacité des femmes dans le processus de réconciliation. Et puis, l'une des difficultés qui affectent le secteur de l'élevage reste le manque d'organisation fêtière. Le ministre de l'élevage a visité des fermes agricoles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nouveau siège de la Fédération guinéenne de football participe des efforts du gouvernement déterminé à organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou 2021. Dans cette dynamique, la coupure du cordon inaugural du siège de la Fédération à Kanoum a été suivie de la pose de la première pierre de l'unité d'hébergement des sélections sportives nationales à Longo. Fodé Camara nous signe ce reportage. La proposition de candidature de la Guinée exige un certain nombre d'infrastructures hôtelières, sanitaires et sportives. Au cœur de cette préoccupation, achever les travaux de construction du nouveau siège de la Fédération guinéenne de football, visité ici à l'image en mars dernier par la délégation de la CAF. Une délégation venue s'enquérir de la capacité du pays à organiser une biennale du football. 2 mois après cette visite, le nouveau siège de la Fédération guinéenne de football surplombe le quartier de Temnetaï pour le plus grand bonheur des mordus du Quiron. En 2000, j'ai été nommé ambassadeur du parti. Mon premier vice-président supervisé a pris la relève et a continué. Avec ses relations personnelles avec Blatter, il a réussi à construire ça. Donc moi je suis très heureux d'un tel aboutissement. C'est un bijou et je suis très content d'avoir ce bijou parce que c'est une première fois en République de Guinée qu'une fédération se dote de son propre siège. Bravo à ce comité. Après l'inauguration du siège de la Fédération, une autre opération de promotion des sports est enclenchée avec la pose de la première pierre de l'unité d'hébergement des sélections nationales dans le cadre du 3e projet Goal de la FIFA. Aujourd'hui, la plupart de nos joueurs, lors des compétitions, lors des périodes de mise en vert, sont dans les hôtels, ce qui n'est pas forcément le meilleur cadre pour avoir un résultat épanouissant. Voilà, donc ce bâtiment-là est un bâtiment qui regroupe 28 chambres d'une capacité de 50 personnes, parce qu'il y a des chambres libres, avec toutes les communautés de restauration, d'hébergement et de prolongements sociaux collectifs. Après l'âge d'or des années 70, le football guinéen affiche au compteur un résultat mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, pour changer la donne, les autorités font le choix de l'avenir avec la volonté d'organiser, enfin, une Coupe d'Afrique des Nations après plus d'un demi-siècle d'indépendance. La cérémonie d'inauguration du siège de la FEDIFOOT a été inaugurée par le chef de l'État. Nous y reviendrons. La mission du Fonds monétaire international reçue à la primature avec le Premier ministre chef du gouvernement. La délégation du FMI a discuté des sujets relatifs au budget de l'État, aux mesures structurelles et à la performance macroéconomique du pays. Adi Camara. Cette mission du FMI, Fonds monétaire international, séjourne en Guinée depuis 2 semaines. Elle est venue dans le cadre de la 4e revue sur l'exécution du programme économique et financier de la Guinée. C'est pourquoi la mission a été reçue en audience par le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana pour lui rendre compte des contacts pris sur le terrain avec les acteurs économiques du pays et les résultats issus des séances de travail initiées par le ministère d'État chargé de l'économie et des finances. D'abord, je voulais féliciter avec son nomination, bien sûr, aussi avec de bonnes mesures qui ont été prises pour améliorer la coordination de toutes les réformes structurelles que la Guinée est en train de mettre en œuvre. Donc, le travail que nous avons dans le 4e revue du programme est en cours. Donc, on continue les discussions avec les différents ministères. Et donc, c'est ça que nous avons briefé M. le Premier ministre dessus. C'est un programme triennal avec 2 revues chaque année.
Cette revue porte sur la 4e revue et la 3e a été concluante. Cette 4e revue aussi, nous pensons qu'elle va être concluante parce que ça porte sur les résultats de juillet à décembre 2013 et nous avons tous les chiffres quantitatifs, les mesures structurelles, tout est bon. Et aussi le second objectif de la mission, c'est de voir les perspectives de l'économie, les perspectives de croissance, les perspectives budgétaires, fiscales et aussi le renforcement des mesures structurelles. Le Premier ministre a tout d'abord rappelé les mesures prises par le gouvernement pour la stabilité macroéconomique avant d'insister sur l'appui de cette institution financière pour accompagner les efforts du gouvernement. Je tiens à vous remercier et à compter sur vous. Nous sommes prêts à réduire les dépenses, même si déjà le niveau est déjà très bas, et à améliorer surtout les performances du gouvernement en matière de dépenses d'investissement, où nos capacités d'absorption sont encore très faibles. Je crois que c'est là aussi qu'il faut faire des efforts. Alors, pour toutes les autres questions, nous tirons leçon de ce que vous avez dit, mais nous comptons sur vous. Donc, nous avons les mêmes inquiétudes en matière de coordination, en matière de réforme, en matière, n'est-ce pas, de suivi et surtout dynamisation des régies de recettes. Nous allons prendre la mesure de tout pour que certainement, lors des prochains mois, il y ait des améliorations. Comme on le voit, les mesures structurelles initiées par le gouvernement devraient permettre de recadrer le budget de l'État. Signature du cadre général d'organisation des appuis budgétaires et de l'assistance technique à la mise en œuvre de la 3e stratégie de réduction de la pauvreté et du plan de réforme des finances publiques. Le document a été signé par le ministre d'État en charge des Finances et le délégué de l'Union européenne, chef de file des partenaires financiers. Boubacar Ba pour plus de précisions. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la stabilité macroéconomique, améliorer la gouvernance financière à travers un renforcement de la gestion des finances publiques, améliorer la qualité et la quantité de l'offre de services publics et la gouvernance économique. L'appui budgétaire, devenu une modalité d'assistance des donateurs bilatéraux et multilatéraux, permet au gouvernement de recevoir directement les ressources des bailleurs de fonds dans le budget de l'État bénéficiaire qui décide des priorités et programmes à financer dans le cadre d'un dialogue permanent avec les donateurs. En Guinée, d'importantes réformes ont été menées dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, les réformes structurelles, l'adoption de la loi organique relative aux lois des finances et son règlement général et la gestion de la comptabilité publique. Il convient maintenant de s'assurer que tous ces textes, que ce soit des lois, des codes, des décrets, des arrêtés, soient effectivement adoptés, promulgués et mis en application. Le risque étant que les blocages surgissent à la fin du processus législatif ou dans la phase opérationnelle. Je peux réaffirmer ici aujourd'hui, au nom des membres du groupe de travail thématique macroéconomie, finances publiques et appui budgétaire, que les partenaires techniques et financiers sont prêts à assumer leur part de responsabilité. Le ministre d'État en charge des Finances a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien et réitéré la volonté du gouvernement à poursuivre les réformes. Le cadre nous appelle donc à redoubler nos efforts en matière de réformes économiques et sectorielles et surtout à accorder une attention plus soutenue à l'obligation de résultat dans la conduite des réformes prévues dans le DSRP 3, le plan de réforme des finances publiques PREFIP et dans les programmes sectoriels. L'objectif global de ce cadre d'appui budgétaire est de contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté à travers l'amélioration des services sociaux de base et vise à renforcer le dialogue sur les réformes et réduire les coûts de transaction pour le déboursement de l'assistance technique au pays. Le Premier ministre était à Laya Goreire, c'est dans la préfecture de Forêt-Caria. L'exploitation de la carrière de Kadilaya oppose la population à la société Pichini-Guinée. Mohamed Saïd Fofana est allé exhorter les citoyens de la localité au calme et à la patience. On retrouve encore Adi Kamara pour les détails. Il y a 6 mois, la société Pichini-Guinée évolue ici à Kadilaya, district de Eriko, préfecture de Forêt-Caria, dans le cadre de l'exploitation de la carrière. Ce site, c'est une fabrication de béton qui va faire les pontes, les
maison, l'appartement, le bureau, tout ça. Il va faire aussi les traverses pour les rails. Avec cet élan de développement amorcé par le gouvernement à travers l'exploitation minière, des revendications sont constatées ici par rapport à la paternité du site d'exploitation de la carrière de Khadilaya. C'est pourquoi le professeur Alpha Condé a dépêché une mission gouvernementale conduite par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana pour cerner les contours liés à ce conflit. Moubara ala tantu, Moubara anabi tantu, Moubara Alpha Konda tantu, professeur Alpha Konda alga feike. Agwanarma alga amra bilangambi. Alga feike, alga no fera. Mugunyi. Moayi bagunyo, ane sagwe. Emutaga mama. To iwa nyi damatu. Ba dangi ko tan mo damu daga mabisi kila mo daga ma commissariat asga hasuite asa ministère ala mo daga man mo na alim monsieur le ministre mo manga singe bartalube be asabena be umma mo manga umbe président Alpha Condé aga ko le mutambe sese mo na be so vola yi yibo kala nan ba mo ngazani. Le Premier ministre en langue du terroir a longuement expliqué à la population de l'Aya le principe d'expropriation pour cause d'utilité publique avec une indemnisation juste et équitable. Là-dessus, Ahmed Saïd Fofana a invité les uns et les autres à la compréhension, à la sagesse et à la préservation de la paix. La politique de développement mise en place, initiée par le chef de l'État, commence à produire des effets que nous voyons tous les jours, que ce soit au niveau des infrastructures, que la promotion des investissements, notamment dans les secteurs porteurs de croissance comme le secteur minier. Alors, c'est à la faveur de toutes ces politiques et ces réformes que des sociétés s'engagent maintenant de plus en plus à l'intérêt du pays à initier des projets d'exploitation minière, dont fait partie le site de l'Aya aussi. Mais il se trouve qu'il y a des incompréhensions entre les populations sur, soi-disant, entre guillemets, la paternité du site. Pour éviter que ces incompréhensions ne débouchent à des querelles dont les conséquences sont à regretter, le président a voulu anticiper en demandant une mission se rendre sur place pour s'enquérir de l'état des lieux, voir avec les populations quels sont les motifs de ces différends et aussi s'évacuer à aider à leur solution par la sensibilisation, et c'est ce que nous avons fait. Nous partons d'ici satisfaits, nous pensons que les populations ont compris le message qu'on leur a transmis et très certainement tout va se résoudre maintenant à l'amiable et sur la base des textes, des lois qui régissent ce pays. En tout cas, j'ai eu la promesse forte des jeunes, des femmes, des sages de cette localité que chacun privilégiera le dialogue, les relations parentales qui existent et au besoin recourra à l'autorité pour régler, n'est-ce pas, les différends. Moyennant quoi, la société qui s'investit ici peut travailler à condition aussi, elle aussi, elle respecte les engagements qu'elle a pris, n'est-ce pas, en obtenant le titre. À la fin de la rencontre, les sages et les imams de l'Aya ont tenu à faire des prières pour la réussite du programme de société du professeur Alpha Condé et à la prospérité du pays. Le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix poursuit sa campagne de plaidoyer pour l'implication des femmes dans le processus de réconciliation nationale financé par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Le projet Sous le baobab pour les femmes entend promouvoir la culture de la paix. Marie-Angélique Mangora, reportage. L'objectif du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix FECPA est de faire participer les femmes au processus de paix et de réconciliation nationale en Guinée. Pour réussir ce pari, cette structure continue à rencontrer les artisans de la paix et de la réconciliation. D'abord, chez le médiateur de la République pour lui faire part de son projet financé par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Si la femme exerce le pouvoir, je suis sûr que le pouvoir sera plus humainement exercé. Le pouvoir sera également plus honnêtement exercé. Donc je suis du côté des femmes. Alors si vous avez pris l'initiative d'organiser ce grand ensemble,
et vous avez pensé à venir nous rencontrer, soyez sûr que vous ne prêchez pas dans le désert. L'ONG FECPA s'est aussi rendue chez les femmes parlementaires. Il s'agit d'explorer des pistes pouvant aboutir à une synergie d'action, ce qui permettra de mobiliser les femmes pour la culture de la paix, de la réconciliation nationale en Guinée. Nous avons touché celles qui sont vraiment notre voix. Des femmes parlementaires, faire un plaidoyer auprès d'elles afin qu'elles puissent porter notre voix au niveau de l'Assemblée, afin qu'il y ait suffisamment de femmes dans le processus de réconciliation nationale, notamment les prochaines consultations qui démarrent. C'est ça que nous attendons des ONG, mettre le pont entre nous pour que notre comportement et nos actions au niveau de l'hémicycle reflètent les attentes des femmes de Guinée. Avec le projet Sous le Baobab, le centre FECPA œuvre pour le renforcement des capacités des femmes et la promotion du dialogue. Un nouvel opérateur pour les prochaines consultations électorales. C'est une décision de la Commission électorale nationale indépendante. L'institution compte également faire la correction du fichier électoral et l'ajustement plus précis des bureaux de vote afin de rapprocher les citoyens des centres de vote. On écoute le rapporteur de la CENI au micro du Seydou Diallo. Au cours de sa séance plénière de ce jour, mercredi 4 juin 2014, la CENI s'est saisie, entre autres, de la question portant sur la sélection d'un opérateur technique international. À cet effet, la CENI s'est engagée dans le processus de sélection par la mise en place d'un comité technique d'élaboration des termes de référence, et ce, conformément aux dispositions du point 9 de l'accord du 3 juillet 2013. Ce comité technique examinera tous les aspects appropriés pour mener à bien cette tâche. Par ailleurs, il est à noter que la CENI est en train de prendre toutes les dispositions utiles pour l'organisation très prochaine des élections communales et communautaires. Je vous remercie. La fièvre Ebola refait surface à Conakry. Les campagnes de sensibilisation s'intensifient. Le ministre de la Santé était face aux religieux. Le médecin-colonel Rémi Lamont invite les prédicateurs à accroître la sensibilisation des populations sur les dispositions pratiques afin d'éradiquer cette épidémie en Guinée. La synthèse avec Habib Djama. Les préfectures de Bofa en Basse-Guinée et Télimélé dans le Fouta Djallon sont les deux nouvelles poches de résistance à la fièvre hémorragique Ebola. Selon la commission de riposte, ce phénomène est dû au non-respect des règles de précaution en vigueur. Face aux représentants des leaders religieux chrétiens et musulmans, le ministre de la Santé entend obtenir une large sensibilisation des populations sur les dangers de la maladie et les moyens de son éradication. Vous savez, il y a une effort fourni par le gouvernement et par nos partenaires. Mais c'est un contact qui, jusqu'ici, ne croit pas à la maladie, ont échappé au suivi. Et c'est cela vous dit que ça donne de développer la maladie par endroits, comme le cas de Télémélé, Bofa et ailleurs. Donc nous demandons la collaboration de tous et de toutes pour qu'ensemble, nous puissions aller à bout de cette épidémie. Ce plaidoyer mobilise également les représentants religieux des préfectures affectées par la maladie. Une initiative soutenue par le secrétariat aux affaires religieuses engagé dans la sensibilisation depuis le déclenchement de la fièvre Ebola en Guinée. On va espérer que vraiment la maladie c'est que on se parle de la maladie. Et malheureusement, il y a eu des nouveaux cas qui ne sont jamais obligés. Alors, raison pour laquelle, en collaboration avec nos frères, nos docteurs nationaux, alors ceux-ci se sont leur collaboration maintenant avec le département du secrétaire régional des affaires religieuses pour lutter contre cela. La gestion des cas suspects et le traitement des malades de la fièvre Ebola relèvent des autorités sanitaires et de leurs partenaires. Ces dispositions sous-tendent le lavage des mains, un des critères fondamentaux de la prévention et l'éradication de l'épidémie. Quant aux leaders religieux, ils promettent de renforcer la sensibilisation au niveau de leurs communautés respectives.
Direction Kissidougou, l'hôpital préfectoral et le centre de santé urbain de Hermakonon ont réussi leur tour de force. Ils ont atteint les objectifs du processus de gestion de la performance axée sur les standards et la récompense. Les performances de l'hôpital préfectoral sont passées de 56% à 73% et celles du centre urbain de Hermakonon de 65 à 77%. Mamadou Alpha Baldé a suivi pour vous la cérémonie de récompense. Suivez. Depuis 2011, l'hôpital préfectoral de Kissidougou et le centre de santé urbain de la ville courent derrière l'atteinte des objectifs du processus SBMR qui prône la qualité des soins obstétricaux néonatales d'urgence. Enfin, la ligne d'arrivée, l'étoile symbolique brille dans chacune des deux structures sanitaires. Elles ont accompli des avancées remarquables dans leurs différentes prestations liées à la santé maternelle et infantile. Ça a été vraiment un travail d'équipe, un engagement de tout le personnel. Ce processus-là, une vision orientée sur trois axes. Les axes, c'est d'abord la propriété des locaux et le maintien des infrastructures. Le deuxièmement, c'est la prévention des infections à l'échelle hospitalière. La troisième condition, c'est l'utilisation des services au niveau de l'hôpital. Avec l'utilisation des standards, ce que je ne connaissais pas avant, ou non, ce que je ne faisais pas bien, maintenant j'arrive à le faire. On dit avant et après, de chaque acte, il faut te laver des mains, de l'eau et au savon. MSUP-JH Piego, initiatrice du projet, met aussi à la disposition des centres bénéficiaires des kits d'hygiène et de consultation. À travers ce processus, les indices de performance de ces structures hospitalières de Kissidougou se sont nettement améliorés. La performance globale de base de l'hôpital était de 58% en 2011. Elle est passée à 81% en janvier 2014. MSUP-JH Piego compte faire des mères et enfants de Guinée des modèles en santé maternelle et infantile. Dans le pays, une soixantaine de structures sanitaires appliquent le processus. Et puis ce communiqué, le ministre du Commerce porte à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques et des usagers de la route que le prix de vente du carburant à la pompe reste inchangé sur toute l'étendue du territoire national. Le prix de vente officiel est maintenu à 10 000 pour l'essence, 10 000 pour le gasoil et 10 000 pour le pétrole. Les sociétés pétrolières et les gérants de stations sont invités à respecter ce prix de vente fixé par le comité paritaire, signé le ministre du Commerce, Marc Yumboulou. Le département de l'élevage et l'ONG Winorock International forment les aviculteurs. Il s'agit de renforcer leurs capacités et les amener à ordonner les activités avicoles. Pendant 2 semaines, toutes les questions liées au développement de la filière seront discutées. Abdoulaye Diallo. L'aviculture est un sous-secteur de l'élevage qui génère des revenus. Plus de 300 000 familles à travers la Guinée exercent cette activité, indiquent les statistiques. Cependant, le constat démontre que ce sous-secteur est confronté à d'énormes handicaps qui ralentissent son développement. Comme le problème de l'alimentation, le manque de laboratoire, nous avons beaucoup de difficultés à diagnostiquer les maladies lorsque nous les avons dans nos fermes. À ces problèmes s'ajoute le manque d'organisation qui fédère les acteurs de la filière avicole. C'est pourquoi le département en charge du secteur et ses partenaires décident de mettre ceux-ci à l'école en vue de les former sur la nécessité d'unir leurs forces, ce qui leur permettra de mieux coordonner leurs activités. L'USAID, qui est un partenaire privilégié de la Guinée, a lancé ce programme pour qu'il y ait une assistance technique de volontaires américains aux organisations paysannes guinéennes. Donc, comme son nom l'indique, c'est Farmer to Farmer, c'est paysan à paysan. C'est-à-dire des paysans américains, des aviculteurs américains travaillent avec des aviculteurs guinéens. Et qui n'est pas organisé ne peut pas avancer. C'est pourquoi on fera une organisation fêtière qui va fonctionner et répondre au nom de l'ensemble des éleveurs de Guinée. À l'image des autres secteurs du monde rural, les organisateurs comptent impulser une nouvelle dynamique, tout un défi au regard des réalités du secteur.
Nous recevons dans ce journal la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Sanaba Kaba, est sur ce plateau. Elle nous parlera du programme établi par son département à l'occasion du mois de juin consacré aux enfants guinéens. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre, depuis 1992, la République de Guinée consacre le mois de juin à la cause des enfants. Pourquoi? La cause des enfants, le mois de juin est consacré à cela parce que la Guinée a ratifié la convention depuis 1992. C'est pour faire la promotion et la protection des enfants guinéens. Et cette année, quel est le thème retenu? Cette année, l'Union africaine nous a recommandé les thèmes sur l'éducation, une éducation pour tous les enfants, obligatoire, équitable, adaptée et gratuite pour tous les enfants africains. Mais à côté de ces thèmes, nous avons un thème spécifique pour la Guinée, parce que la Guinée a un cadre spécial par rapport à la préscolaire. Donc nous avons choisi une éducation préscolaire concernant les enfants de 3 à 5 ans, obligation de l'État et responsabilité des parents. Et justement, quel est le taux de préscolarisation et quels sont les problèmes auxquels le département doit s'attendre? Le taux de préscolarisation est de 11,8%. Le défi que le gouvernement a relevé, particulièrement mon département, le département de l'enfance, c'est le défi de la prise en charge des encadreurs, parce que nous avons des centres d'encadrement communautaire qui sont gérés par la communauté. Le gouvernement doit se battre pour prendre les encadreurs de ces écoles en charge salariale. Ok. Le lancement est prévu à Dabola le 7 juin. Quelles sont les raisons du choix de cette préfecture? Effectivement, le lancement est prévu le samedi 7 juin à Dabola, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre et de la Première Dame de la République de Guinée, parce qu'à Dabola nous avons 30 centres communautaires et aujourd'hui il n'y a que 18 seulement qui fonctionnent. Donc nous amenons les partenaires techniques et le gouvernement pour voir de vue ce qui se passe sur le terrain afin qu'on puisse prendre les dispositions éventuelles pour rendre l'encadrement au niveau des préscolaires très efficace. Dites-nous, y a-t-il d'autres programmes très particuliers est-ce qu'il y aura d'autres programmes encore, d'autres activités qui sont prévues à Dabola ou peut-être dans d'autres villes effectivement également de la Guinée? Bon, par rapport au mois de l'enfant, le lancement c'est à Dabola, mais les activités vont couvrir sur tout le mois. Nous avons beaucoup d'activités à l'instance et nous allons profiter pour faire le lancement de la lutte contre les mutilations génitales féminines et faire aussi la lutte contre le mariage précoce, parce que nous allons vers les grandes vacances et nous savons que les vacances constituent des moments propices pour ces pratiques et comme ça concerne les enfants, c'est l'air où nous profitons pour lancer ces campagnes. Mais aussi nous avons un programme de réélection des députés juniors parlementaires qui va se faire à Dabola et nous allons faire aussi des journées de séminaires de sensibilisation pour la prise en charge des enfants dans le programme des parents et du gouvernement. Merci madame d'avoir répondu à mes questions. C'est à moi de vous remercier. Merci infiniment. Le conseil ordinaire des ministres a eu lieu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. À propos, on écoute le compte-rendu du conseil des ministres avec le ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté. Compte rendu du Conseil des ministres. Il s'est tenu ce jeudi 5 juin 2014 de 10h à 11h45 au Palais Sékou Touréa, la session ordinaire du Conseil des ministres sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires des conseils interministériels tenus le 27 mai et le 3 juin 2014. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour,
Le président de la République a demandé au gouvernement d'intensifier la sensibilisation de la population autour de la maladie Ebola et de prendre toutes les mesures en vue de l'éradication progressive du virus. Il a invité la population à une meilleure collaboration avec les services de santé et les partenaires mobilisés à cet effet. Le président de la République a invité le ministère en charge de la sécurité à rendre fonctionnel dans les meilleurs délais les écoles de police construites et aménagées pour une meilleure qualification des agents de police. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les installations industrielles, privées, publiques et édifices de services publics sur toute l'étendue du territoire. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires des conseils interministériels tenus le 27 mai et le 3 juin 2014 ainsi qu'il suit. Pour la session du 27 mai 2014, au titre des communications, Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant 2014. Elle a déclaré que notre pays consacre chaque année le mois de juin aux enfants et le 1er juin étant la journée internationale de l'enfant. À ce titre, notre pays organisera durant tout le mois de juin 2014 les activités en faveur des enfants avec un accent sur le droit à l'éducation, en particulier pour la petite enfance. La ministre a informé que la ville de Dabola a été choisie pour abriter le lancement officiel le 1er juin et la clôture prévue le 30 juin à Kindia. Le Conseil a demandé à la ministre de mettre le mois de l'enfant à profit pour l'amélioration des conditions de détention des enfants dans nos prisons pour respecter les droits humains. Le ministre d'État en charge de la justice a été invité à soumettre au Conseil une note sur la situation de détention des mineurs. Au terme des débats, le Conseil a accordé son soutien à la ministre pour l'organisation du mois de l'enfant guinéen. Le ministre de la Sécurité a fait une communication sur la délivrance des passeports biométriques. Le ministre a informé que l'opération de délivrance des passeports biométriques a débuté et qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Le coût unitaire du passeport est de 500 000 francs guinéens. S'agissant des Guinéens de l'étranger, il a indiqué que les dispositions seront prises dans 17 de nos représentations diplomatiques pour la délivrance des passeports biométriques. Au terme des débats, le Conseil a encouragé le ministre de la Sécurité pour la mise à disposition des premiers passeports biométriques de notre pays et à s'assurer d'une meilleure gestion. Pour la session du 3 juin 2014, au titre des comptes rendus, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a fait un compte rendu de la réunion du Conseil de coordination économique et des réformes CCER. Le ministre d'État a rappelé le domaine d'intervention du Conseil de coordination économique et des réformes pour un suivi efficient et efficace des réformes du programme de facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international, des grandes questions et projets structurants et veiller à une meilleure collaboration avec les partenaires au développement. Le Conseil a félicité le ministre d'État de l'Économie et des Finances pour son compte rendu et invité à une opérationnalisation rapide du Conseil de coordination économique et des réformes CCER. La ministre de l'Agriculture a fait un compte rendu relatif aux résultats de la campagne agricole 2013 et aux préparatifs de la campagne agricole 2014. La ministre de l'Agriculture a indiqué qu'au terme de la campagne 2013-2014, l'on note une nette amélioration de la production céréalière comparée à celle de 2012. La production brute de riz a connu une hausse de 7,2%. Cependant, en dépit des performances signalées, Madame la ministre a relevé des insuffisances dans la livraison tardive de quelques intrants en
maints endroits qui furent préjudiciables à certaines filières, dont le coton. S'agissant de la campagne agricole 2014, Madame la ministre a informé de la mise en place d'une stratégie améliorée, conformément à la lettre de mission assignée à son département. L'approvisionnement et la distribution sur les sites des engrais et des produits phytosanitaires 97%, la production risicole dont un suivi rapproché de 12 000 hectares en culture irriguée, la production maraîchère à Conakry et autres préfectures dans le cadre de la sécurité alimentaire. Au terme de son compte-rendu, la ministre a sollicité une augmentation du niveau des ressources financières allouées au secteur afin de relever le niveau d'équipement et parvenir à une croissance précise du niveau de la production agricole par des statistiques fiables. Le Conseil a félicité Madame la ministre de l'Agriculture des dispositions prises et a recommandé une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur du secteur en y associant les autres départements en vue d'une stratégie concertée. Au titre de communication, le ministre du Commerce a fait une communication relative au sommet des chefs d'État sur la stratégie de la loi sur la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique AGOA et le voyage de la secrétaire du Commerce des États-Unis en Afrique de l'Ouest. Le ministre a souligné que le sommet se focalisera entre autres sur le renforcement des liens économiques et commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique et les questions de sécurité, de développement et de la démocratie. Le Conseil a demandé au ministre du Commerce de faire l'état des lieux des échanges commerciaux dans le cadre de l'initiative AGOA depuis sa mise en place. Le Conseil a instruit la mise en place d'un groupe de travail pour examiner les opportunités de partenariat dans les 3 secteurs dont l'agriculture, l'énergie et le Millennium Challenge Corporation. Au titre de l'examen de textes, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a présenté un projet de texte portant institution et fonctionnement du droit de préemption. Le ministre a rappelé que les dispositions du Code de l'urbanisme indiquent que la préemption est un droit reconnu à l'État et aux collectivités territoriales. Il a souligné par ailleurs que ce droit donne la possibilité à l'État et aux collectivités territoriales de renforcer leur parc immobilier, d'améliorer leur fiscalité et de suivre toutes les activités liées aux transactions immobilières. À l'issue de son examen, le texte a été renvoyé en 2e lecture et une commission interministérielle à cet effet a été mise en place pour amendement sous la présidence du ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux. Au titre des divers, le Conseil a instruit au ministre délégué chargé des Guinéens de l'étranger de se rendre à Luanda, en Angola, pour s'enquérir du cas des Guinéens en détention. Le ministre d'État de l'économie et des finances a informé du lancement des travaux de la route Kissidougou-Konibadougou le lundi 9 juin 2014 à Kissidougou. Le ministre des Sports a informé de l'inauguration ce jeudi 5 juin à Conakry du siège de la Fédération guinéenne de football. La ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, a informé de la cérémonie de remise du certificat international de zone géographique du café Ziama. Avant de lever la séance, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a donné des informations sur la situation régionale et internationale. Le Conseil des ministres. Comme annoncé, la Fédération guinéenne de football dispose désormais de son siège. La réalisation de l'édifice a coûté $1 million américains. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie inaugurale en présence de plusieurs invités. Le reportage est signé du bureau de presse de la présidence de la République.
Fédération guinéenne de football vient ainsi de relever l'un des nombreux défis qui se posent à elle, avoir un siège digne de nom lui appartenant. C'est un bâtiment L+3 entièrement équipé par la CAF, Confédération africaine de football. Il est adossé au stade de la Mission face au quartier Coronti dans la commune de Kaloum. Coût de réalisation, $1 million américains, dont 500 000 par la FIFA. Le président de la République, chef de l'État, qui tient au développement du football guinéen, a honoré de sa présence la cérémonie d'inauguration de ce bel édifice. Aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, la Fédération guinéenne de football s'inscrit dans la dynamique de réalisation des infrastructures prioritaires. C'est pourquoi il a été jugé utile de nous doter d'un siège digne de notre nouvelle dimension. Ce courage de 1200 mètres carrés de surface pratique pour un contracteur initial de 905 mètres carrés est le fruit du projet FIFA Gold 2 et comprend essentiellement un bâtiment principal comportant des bureaux, des salles polyvalentes et de conférences dont une salle baptisée du nom de notre regretté Famara Kamara, ancien vice-président de la CAF et ancien président de la Fédération guinéenne de football, une salle qui portera le nom de notre emblématique équipe de football de tous les temps, le Afia Football Club ou Afia 77. Une salle de conférence baptisée Salle Patrick Diallo, du nom de celui qui a eu le cesse de défendre partout en Afrique et à travers le monde le football guinéen. Une salle à la mémoire de notre regretté dirigeant et compagnon Amadou Benoît Kamara, ancien président du satellite de football club. La Fédération guinéenne de football a invité toute la famille sportive guinéenne à cette cérémonie. Les anciens gloires du football guinéen, les entraîneurs et arbitres, les présidents de clubs, les associations sportives, les médecins du football guinéen, entre autres. Grand nom du football africain, la Guinée est affiliée à la FIFA depuis 1960. J'ai été mandaté par le président de la Fédération internationale du football association, son honorable le président Joseph Sepp Blatter. Donc je tiens la lettre adressée spécialement à la Guinée et à son président de la fédération. Cher président, cher ami, à la veille de mon départ pour le Brésil, je tiens à vous remercier de votre invitation à participer à la cérémonie officielle d'inauguration de votre siège qui aura lieu le jeudi 5 à Conakry. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour la réalisation de ce projet. Nul doute qu'il contribuera au développement du football dans votre pays et à la promotion de ses valeurs telles que le respect, la discipline, l'esprit d'équipe et le fair play. Somme toute, une bonne chose d'avoir un siège digne d'une fédération nationale de football. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le football guinéen traverse une longue période de vaches maigres. La Guinée n'a jamais pris part à une phase finale de Coupe du Monde de football. Pire, notre pays n'a jamais abrité une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior. Et le gouvernement guinéen en est conscient. Permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir bien voulu répondre à l'invitation de sa jeunesse à l'occasion de l'inauguration du siège de la Fédération guinéenne de football. Ce geste simple est l'illustration, s'il en était encore besoin, de sa promesse de campagne de dédier son mandat aux femmes et aux jeunes. L'événement que nous célébrons aujourd'hui est une première dans notre pays. Il est le fruit du travail de mes devanciers que je remercie. Il est également le fruit de l'excellence des relations entre la FIFA et la Fédération guinéenne de football. En plus de cette cérémonie inaugurale, cette journée connaîtra aussi la pose de la première pierre
du futur hôtel des équipes nationales, un autre don de la FIFA qui permettra de réduire sensiblement le coût très élevé de l'hébergement de nos équipes nationales. Le désir de mon département est de voir notre pays renouer avec les instances sportives continentales et internationales, mais aussi de reprendre la place qui était la sienne dans les temps bénis où le football guinéen régnait en maître sur tous les stades du continent. C'est pour renouveler sa volonté politique d'aider à relever les nombreux défis qui se posent au football guinéen que le président de la République a présidé cette inauguration. Nous savons que la Guinée a eu un passé très douloureux dans le domaine du football. Nous savons aussi que le nom de Afia a été célébré sur tout le continent, sans parler du civi national. Malheureusement, depuis quelques années, nous avons perdu cette place comme d'autres places dans d'autres domaines. Cela est dû à beaucoup de raisons. D'abord, le manque de stade. La plupart des terrains où les enfants jouaient ont été vendus et les enfants sont obligés de jouer aujourd'hui dans les rues entre des véhicules. Or, il ne peut pas avoir de développement du sport s'il n'y a pas de stade. Donc le premier grand défi que nous devons lever aujourd'hui, si nous voulons que le football guinéen retrouve sa place, c'est d'avoir des stades, non pas seulement à Nongo ou au 28 septembre, qui sont des stades pour l'équipe nationale, mais les stades dans les quartiers, dans les préfectures, afin que les enfants puissent de nouveau jouer. Mais le football aujourd'hui devient de plus en plus scientifique. Il ne suffit pas seulement de jouer dans les rues. C'est pourquoi nous sommes en négociation pour la création d'une académie de football en Guinée, afin que nos jeunes puissent connaître une nouvelle technique du football. Nous avons eu récemment l'occasion de pouvoir envoyer quelques jeunes au Brésil. Nous allons faire en sorte que nous puissions envoyer nos jeunes talentueux dans beaucoup de pays amis, afin qu'ils aillent apprendre près de leurs frères, pour que nous ayons de plus en plus une équipe plus dynamique. Nous avons juré que nous ferons en sorte que la nouvelle génération guinéenne dépasse Afia et dépasse le civi. Il est vrai que c'est un défi extrêmement important, mais nous allons le relever parce que progressivement nous sommes en train de sortir des contraintes du PPTE et des contraintes du programme du Fonds monétaire international, parce que nous avons été obligés de faire face à la dette colossale qui pesait sur la Guinée. L'argent que nous devions consacrer à rembourser les dettes, nous allons désormais le consacrer à développer la Guinée, particulièrement à développer les sports au niveau de la jeunesse. Après l'inauguration de ce bel édifice, souhaitons que des écoles de football et des infrastructures sportives suivent, comme cela a cours dans les pays voisins. La Fédération guinéenne de football devrait y veiller. Le service civique d'action pour le développement entre en partenariat avec l'agence de promotion des investissements privés. L'objectif affiché est d'offrir aux élèves du SCAD des opportunités de créer leur propre entreprise. Avec l'appui de l'agence pour la promotion des investissements privés, une volonté du chef de l'État exprimée par une signature de convention de partenariat entre ces deux institutions pour la promotion de l'emploi jeune. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et pour terminer, juste après ce journal, vous suivrez la déclaration du gouverneur de Conakry suite à l'arrivée de la première dame de la Sierra Leone et de la remise officielle des écrans géants à la jeunesse de Conakry et de la sous-préfecture de Kassa. C'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe et pour d'autres pages d'information. Bonsoir à tous.